à vouloir adapter le roman de Martin? Alors, ouais, justement, moi j'ai cherché un premier film. Hein, je venais de faire un court métrage qui s'appelle La vitesse du passé. J'ai rencontré Carole Scotta, qui est la productrice de Echo. Et on s'est dit qu'on avait envie de travailler sur un long métrage ensemble. J'avais cette envie d'un personnage tout seul, d'un décor unique, quelque chose de ce type-là, mais je n'avais pas exactement trouvé le film. Et c'est en découvrant le livre de Martin que j'ai vu une histoire qui me parlait de par toutes les thématiques, de l'isolement. Il y avait une vision du monde aussi, un ton, un personnage qui m'intéressait. Alors voilà, Martin parlera mieux que moi de son roman, mais parce que ça lui appartient. Mais c'est un journal intime, son roman, qui raconte un journal de naufragés. Et donc l'idée pour moi, ça a été d'essayer de transformer ce journal intime en film. Peut-être Martin, tu veux parler je peux présenter mon roman, ça, je sais Non, mais ouais, nous donner la genèse de la genèse. La genèse de la genèse. Ouais, c'est ouf, mon Dieu. C'est des figures de style ce soir. À 25 ans de psychanalyse. Non, en fait, alors moi, c'est un livre que j'ai écrit en 2009-2010. Et à l'époque, mon éditrice, j'étais aux éditions de l'Olivier, qui est un éditeur, littérature générale, Alix Penandizard, quittait cette maison d'édition pour rejoindre Flammarion. C'est la cuisine littéraire, peu importe. Mais donc, je me retrouvais sans éditrice aux éditions de l'Olivier. Et c'était une période, ça faisait 10 ans que je publiais des livres, mon éditrice partait, pas à cause de moi, hein, mais enfin, je crois. Et donc, c'était une période un peu de remise en question. J'ai aussi de fortes angoisses personnelles. Donc voilà, c'est une période de questionnement, de troubles et tout ça. Et où je me suis... Et de cette période un peu de crise, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Et je me suis questionné, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'écris des livres ? À l'origine, d'où est-ce que ça vient ? Et à l'origine, ça vient évidemment de la mythologie, des contes et légendes, de la littérature classique, mais ça vient aussi de la littérature jeunesse, de Roald Dahl, ça vient d'Anne Radcliffe, ça vient et aussi la littérature de la littérature de genre. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça fait 10 ans que tu publies des livres, mais en fait, tu écris la littérature contemporaine française. Et c'est chouette, j'essaie de le faire à ma manière et tout ça, aussi honnêtement, et avec, j'espère, une certaine originalité. Mais je me suis dit, mais merde, quand tu étais adolescent, tu aurais adoré écrire un roman de monstre, quoi, un roman... Et donc je me suis dit, en plus comme il y avait une tradition, et donc je me suis dit, il y a des problèmes de contrat, donc je ne pouvais pas faire un livre ailleurs. Et donc j'ai pris un pseudonyme qui est une anagramme de Martin Page. J'ai inventé ce double là que vous avez vu au générique qui s'appelle Pita Carmen. Et j'ai écrit un roman qui était un roman de... ça, vous ne pouvez pas le voir dans le film parce que ce n'était pas le propos de Dominique, mais c'est un roman réflexif sur le monde littéraire, sur une défense de la littérature, de genre, de la littérature à l'eau de rose, pour le coup. Hein. On ne voit évidemment pas du tout dans le film. Et oui, c'était l'histoire d'un naufragé, quoi. C'est Robinson Crusoe, et c'est quelqu'un comme moi à l'époque qui n'arrivait pas à être en contact avec les autres, voilà, et qui décide de faire disparaître l'humanité entière pour finalement peut-être retrouver l'humanité à un moment donné. Donc voilà, c'est vraiment parti d'un truc très personnel de questionnement et un peu de crise existentielle. C'est vraiment un roman très, très autobiographique pour le coup. Voilà. Ensuite, cette idée dont tu viens de parler, très simple, là, que tu viens de résumer, qui était aussi la base du film, en fait. Donc on a pris deux chemins assez différents, parce que finalement, il y a beaucoup de différences entre les... Ouais. Si vous avez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre, mais il y a des... Voilà, plus l'histoire avance... Très bien noté sur Sens Critique, le livre. Excusez-moi. Le livre est très bien noté sur Sens Critique, pour ceux qui veulent le découvrir. Une nouvelle édition qui sort. Non, pardon. Non, mais c'est pas pour vendre. Moi, vous savez, je touche pas à grand-chose sur les ventes de livres. Mais non, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle édition où j'ai corrigé 2-3 fautes par-ci par-là, et j'ai écrit une nouvelle postface et où je parle aussi du film et je parle aussi encore de la jeunesse du livre et voilà. Et peut-être que je me fâcherai avec quelques personnes dans cette postface, donc ça peut valoir le coup. Et justement, Dominique, tu disais donc toi, tu as pris quand même un chemin un petit peu divergent. Qu'est-ce que toi, tu as voulu apporter par rapport au livre et quelle était ta vision à toi par rapport au sujet ? Oui, comme je disais, donc son livre, c'est une voix intérieure. Nous, on n'avait pas envie d'utiliser de voix off dans le film. On avait envie d'utiliser l'outil
cinématographique un peu pure, image et son, pour raconter un peu la même thématique. Et en fait, très vite, le personnage s'est transformé. En fait, c'était plus tout à fait l'Antoine du roman de Martin. Et donc, c'est devenu Sam, qui a voilà, un désir un peu différent et qui s'incarne notamment dans le passage avec la femme, avec Sarah à la fin, qui est traitée de manière très différente dans nos deux histoires. Parce que pour nous, voilà, c'était l'histoire de Sam, c'était surtout l'histoire de quelqu'un qui veut sortir de sa bulle. Et voilà, donc c'est une des grosses différences avec. En fait, si je comprends bien, dans le livre, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans sa bulle. Toi, tu as voulu faire un film où la personne veut sortir de sa bulle, c'est ça? Je sais pas moi qui l'ai dit, enfin, peut-être tu peux le dire toi-même. Non, je sais pas, de quoi parle ton livre. Je sais pas, moi, l'idée de mon livre, c'était quelqu'un qui avait le désir de faire disparaître l'humanité. Et en fait, son désir se réalise. Malheureusement, c'est la phrase d'Oscar Wilde, je sais plus exactement ça, mais quelqu'un aurait ça en tête, vous savez, les personnes, Oscar Wilde, c'est le drame des plus grands désirs, c'est qu'il se réalise. Je paraphrase très mal, mais c'est un peu ça. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a le désir de faire disparaître l'humanité, parce que ça marche pas en fait, et entre lui et les êtres humains, et qui peu à peu en fait, alors que l'humanité a disparu, va reconquérir l'humanité dans les yeux des monstres que l'humanité est devenue, et va retrouver finalement, va se redécouvrir lié en fait aux autres. Et en se redécouvrant lié aux autres, il va faire réapparaître les autres. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Enfin, l'idée que j'ai comprise en écrivant, parce que c'est un peu de l'auto-analyse et tout ça. Et alors, je sais pas si tu poserais une question à un moment sur notre première rencontre avec Dominique et moi. Non, je la poserai pas. Ah, peut-être en parler, si tu veux. Tu as le droit de dire des trucs sans que je pose des questions, tu sais. D'accord. Non, mais je veux pas te couper l'herbe sous le pied. Ils ont peut-être aussi envie de poser des questions, je sais pas. Mais... Ah ouais, d'accord. Ah, mais c'est bien. Attends, allez. Non, mais un dernier point, et après on passe à la parole publique, justement. Si vous Martin, avez comment un est-ce que vous taser, êtes n'hésitez pas à rencontrés? vous en servir, hein, sinon je vais parler pendant 2 heures. Non, mais justement, avant C'est de une passer à la parole publique, dernier point, comment vous êtes rencontrés alors? Non, mais J'ai bien posé la Je vais question. faire un teasing. Mais non, mais c'est très simple en fait. J'ai l'impression que tu as une histoire en fait, tu as envie de la raconter de manière particulière. Vas-y. C'est vrai, en plus après tu me lâches. Non, mais c'est ton film. Moi, je veux pas. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à Hauecourt sur la base de ce roman, et toi tu m'as dit un truc du genre. Enfin, l'idée générale c'était sans toi libre, quoi. Genre, ne respecte pas le livre. C'est-à-dire, voilà, adapte-le le plus librement possible, ce qu'on a fait en fait. Du coup, je crois qu'on a respecté ta demande. C'était important pour moi, parce que moi, tout le débat de oui, est-ce que tu te sens trahi, machin, du livre par rapport au film, pour moi, c'est des bullshit, tout ça. C'est-à-dire, par exemple, je comprends pas du tout la position de Stephen King sur Shining. Franchement, Stephen King qui se plaint d'adaptation de Kubrick de son Shining, je trouve que c'est vraiment gonflé, surtout quand lui-même réalise plus tard une version de télé qui n'est pas vraiment à la hauteur. Mais voilà, cette idée de fidélité, pour moi, n'a pas lieu d'être, parce que, en fait, c'est 2 œuvres différentes. C'est-à-dire que le Shining de Stephen King, il est toujours là, on peut le lire, et on peut voir au cinéma le Shining de Kubrick. Et l'intérêt d'une œuvre, enfin, une œuvre a de l'intérêt si c'est une œuvre personnelle. Et ce que j'ai dit, je crois, à Dominique, je lui dis, moi, je veux pas que tu suives le livre, je veux que tu suives ton désir de faire quelque chose avec ce que tu as vu dans le livre, en fait. Donc c'est comme le mépris de Godard, c'est pas le mépris de Moravia et tout ça. L'important c'est la réappropriation, c'est d'en faire quelque chose de personnel. Et voilà, c'est un film de Dominique Rocher, c'est pas du tout un décalque d'un de mes livres en fait. Et les gens qui veulent suivre mon travail peuvent lire mon livre et ça ils trouveront des choses différentes et des choses communes aussi, parce qu'évidemment si Dominique est allé vers mon livre, c'est qu'il y avait aussi des résonances. On a des points évidemment, et c'est pour ça qu'il peut pas y avoir de trahison. Voilà, c'était. Et même si à un moment il y a un ratage, alors moi j'aime beaucoup le film et tout ça, mais même si j'avais pas aimé le film, en fait c'est pas grave. Calmons-nous quoi. Non mais c'est vrai, le livre est toujours là. Donc non, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de risque, tout va bien, il y a des choses plus graves. Donc voilà. Et voilà, ce qui m'a plu chez Dominique, c'est qu'il était habité par un projet. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Qui veut prendre la parole? D'accord, personne. Si. Est-ce que le projet était dur à monter? Attends, on va passer. Dur à monter comment?
au niveau financier et trouver les comédiens, par exemple? Tu peux répéter ta question? Oui. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc est-ce que le projet a été dur à monter et à obtenir les comédiens que tu voulais? Et question subsidiaire, pourquoi un acteur étranger pour Sam? Ce qu'il a été dur à monter, ouais, c'était compliqué évidemment. Il faudrait demander aux productrices. Ça a été un peu long, mais enfin, on l'a fait, donc au final, on a réussi. Donc, mais oui, je crois que les cinémas fantastiques, c'est pas le plus facile à financer en France. Par rapport à la question de l'acteur, on a cherché au début un acteur français, et en fait, Anders est rentré dans cette catégorie parce qu'il parlait français aussi, et moi je l'ai découvert en fait pendant la période de casting. Et j'ai découvert ses films, Oslo, enfin les films de Joachim Trier et les films de Michael Hertz. Et voilà, moi je suis tombé sous le charme. Je pensais qu'il vraiment il correspondait au personnage. Moi, j'avais pas de limite, quoi. Il y avait son accent, effectivement, mais c'était pas un vrai problème pour moi. Enfin, je trouve que ça ajoutait en fait à sa fragilité. Je trouvais ça intéressant. Et on avait cette idée aussi derrière la tête de faire une version anglaise du film, qui nous a aidé d'ailleurs à financer le film, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, Anders était capable aussi de passer du français à l'anglais. Donc ça nous a permis au tournage de faire 2 versions du film. Bonjour, moi j'ai lu le livre et je viens de voir le film. Je voudrais savoir ce que vous avez contre les chats, parce que vous n'avez pas mis la scène avec le chien. Ah, la scène avec le chien, ouais, c'est vrai qu'elle dit le chat. Oui, mais, non, mais avec le chien, tu oui, sais. Il n'a pas mis la scène avec le chien. Dans ton livre, il y a un chien, ouais, tu sais. Et donc je me demande pourquoi. C'est vrai, les chats, parce que... elle a été écrite. Oui, elle a été écrite, mais... Non, mais dans le scénario aussi. Ah oui. Ouais. Mais là, je me souviens plus pourquoi on l'a vous enlevé. reproduisez ce qu'il a fait au chien à Sarah, en fait. Comment? Dans le livre, en fait, c'est ce qui a été fait au chien. Enfin, oui, exactement. Voilà. Oui. Alors, alors, j'ai pas fait ce chemin-là. Effectivement, dans le livre, il tire sur un chien comme il tire sur Sarah dans le film. Il n'y a pas de rapport. Non, je sais qu'on l'a écrite dans une version du scénario, et là, je me souviens plus pour quelle raison elle a disparu du scénario. Vraiment, honnêtement, je me souviens plus. Tu veux prendre la parole? Bonjour. Bonsoir. Merci pour le demi-arrêt cardiaque du coup de fusil dans le plafond, j'ai failli mourir. J'ai juste une petite question par rapport, je ne sais pas si c'est dans le roman ou pas du tout. On voit pas du tout le personnage rechercher un contact extérieur par le téléphone ou la radio, ou ce qu'on voit souvent dans des films comme ça de personnages isolés, un peu post-apo, tout ça. C'est un choix, il y a une volonté derrière. Alors, je me souviens plus comment tu traites dans le livre cette partie-là. Il essaye vaguement, mais pas longtemps en fait. Ouais. Il y a une explication peu à peu en fait. Les lignes électriques fonctionnent plus, je crois. J'ai lu assez rapidement. Ouais, bah nous aussi. On s'est dit qu'en fait, on l'avait beaucoup vu. À l'écrire au scénario, on s'est dit que c'était quelque chose qui était vraiment acquis, que ce soit la manière dont le virus peut se répandre ou l'infection, quelle que soit. On s'est dit que c'est quelque chose qui était énormément vu, qu'on n'avait pas vraiment besoin de le montrer. Et de la même manière, des scènes où il serrait les radios ou les télés. Finalement, on a écrit cette scène avec les répondeurs qui nous plaisait un peu plus, qui racontait un peu la même chose. Et je pense que les ellipses et la manière dont il évolue, on se raconte qu'il a fait ce chemin de regarder un peu autour. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on se dit qu'il a rien fait, mais en même temps, ça marche plus par ellipse à ce moment-là. Enfin, pour moi, c'était plus de l'ordre de on l'a tellement vu cette scène que j'ai pas besoin de la mettre. En fait. Qui veut prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir. Félicitations parce que j'ai trouvé ça mais alors super original et super prenant. Merci. Et je voulais savoir comment vous aviez fait pour vous détacher justement de tout ce qui a été fait et surtout ce que tous les Américains ou les Anglo-Saxons font sur les survival movies. Est-ce que c'était pas trop compliqué par moment de se dire on va pas faire un calque de X ou Y séries ou films qui ont déjà été faits? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez suivi la trace
la trame par rapport au bouquin, ou est-ce que vous avez dit, faut surtout pas faire tout ce qui a déjà été fait, et est-ce que ça n'a pas été trop compliqué justement à monter par rapport à ça, et de se retrouver dans des clichés qu'on a vu, comme vous avez dit, maintes et maintes fois, prendre contact ou autre, voilà. Merci beaucoup déjà. C'est vrai qu'on... Moi j'ai pas tout vu, hein. Je suis pas un spécialiste du film de zombies, j'en ai vu pas mal, mais j'ai pas tout vu. J'ai arrêté The Walking Dead. Je sais pas vous. Non, forcément, là, oui, le truc du cliché de la scène qui a été beaucoup faite, on s'est beaucoup posé, que ce soit à la mise en scène ou au scénario, hein, enfin, on a essayé de faire les choses, et en même temps, il y a des passages inévitables. Il y a des trucs, on savait qu'à la fin, on avait envie de cette course-poursuite, on avait envie de retraverser tout le décor, tout l'immeuble, qui est c'est pas un classique, mais c'est une scène un peu inévitable, on avait envie de ça, et en même Enfin, voilà, il y a une part de scène qu'on attend, qu'on a envie de voir, auquel j'avais pas envie de lâcher. En même temps, on cherchait l'originalité, que ce soit sur le traitement. Je pense que le traitement joue beaucoup là-dedans, parce qu'on est plus habitué à des films violents et comment dire, démonstratifs dans ce genre de thème. Et là, on était plutôt sur du minimalisme. Donc, déjà, avec l'angle et la manière dont on attaquait l'histoire, on était un peu original, mais je sais pas, tant mieux si ça fonctionne. Je sais pas trop encore. Alors, bonsoir, d'abord merci pour votre film. J'aurais aimé savoir, est-ce que c'était une envie pour vous de commencer directement dans le cinéma de genre, ou vous êtes plutôt tombé là-dedans, on va dire? Non, moi tous mes courts-métrages c'était du fantastique, ouais, avant j'ai fait que ça. Oui, carrément, moi le cinéma fantastique c'est vraiment ce que j'ai envie de défendre. Après je sais pas ce que je ferai par la suite, hein, ça peut évoluer, mais pour l'instant ouais, c'est le cinéma qui m'intéresse, d'autant plus qu'on n'en fait quasiment pas ici, donc c'est d'autant plus intéressant à travailler. J'aurais aussi aimé savoir, est-ce que, souvent dans les films de zombies, le zombie représente quelque chose, quoi, est-ce que ce soit l'aliénation d'être humain ou autre, est-ce que pour vous, ça, dans ce film, c'est une métaphore particulière, ou c'est le spectateur de se faire son idée Je pense comme on l'a évoqué, il y a une sorte de thématique autour du rapport à l'autre, du personnage principal, et qui est incarné par ces zombies. Ouais. Après, suivant effectivement les gens qui voient le film, il y a des choses qui vont un peu plus loin, mais non, c'était globalement sur le rapport aux autres, et puis la densité dans les villes, comme ça, il y a un truc un peu claustrophobique qui se crée, et je trouve que les zombies incarnent bien ça. Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est pas vraiment une question, c'est juste une réflexion. C'est que pour moi, c'est pas vraiment un film de zombies en fait. Je trouve que le zombie c'est un prétexte à la psychologie du personnage et à son évolution. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà. Est-ce que tu peux passer le micro aux jeunes là-bas? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question à vous poser concernant le zombie qui était enfermé dans l'ascenseur en fait pendant tout le long du film. S'il y avait une symbolique en fait par rapport à ce personnage-là, par rapport à l'évolution donc de votre personnage principal, ou alors si c'était juste une action mise dans le film comme ça. Mais en tout cas, c'était super aussi. À la base, on l'a créé ce personnage, c'était un peu lié à Seul au monde. C'est un de nos films modèles. C'était le Wilson, le ballon de Seul au monde. Voilà, on avait envie de quelqu'un qui puisse parler, et après, effectivement, on peut. Moi, j'y voyais un peu un truc de l'ordre, soit une version un peu plus âgée de lui-même, avec laquelle il se parle comme un miroir, quoi. Soit une version, un truc un peu paternel aussi. J'ai projeté plusieurs choses dans Denis. Parce que c'est Denis Lavant, et comment s'est passé le casting? Un très grand comédien. T'as dit oui comme ça tout de suite pour un premier film? Ouais, j'ai eu cette chance-là. Non, mais moi c'était un fantasme parce que effectivement, cet acteur est capable de se transformer. On l'a vu dans les films de Léos Carax, quand il joue Monsieur Merde, des choses comme ça. Il est incroyable physiquement, et on savait, parce que sur la plupart des zombies qu'on voit à l'image, c'est des danseurs, avec un chorégraphe qui a travaillé avec eux, et donc on avait un truc un peu physique quoi, sur la manière dont ils bougent, et donc il fallait un acteur à la fois un peu âgé, enfin il n'est pas très âgé Denis, mais quand même, et du coup qui soit capable aussi de faire des choses assez originales physiquement, quoi. C'était assez exigeant, et du coup ouais, Denis
moi, c'était mon premier choix et il a accepté, donc j'ai eu beaucoup de chance. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais avoir l'explication à propos de la cassette audio. Je trouve qu'elle est vachement présente, en fait. Donc, si vous avez une explication. D'où ça vient ou ce que ça, je sais pas. Non, c'est vrai que bon, on est en 2010-18 maintenant. Et ça m'a fait. Pourquoi l'objet de la cassette pourquoi elle est si présente, le brique de répondeur. Alors, comment c'est arrivé? En fait, c'est arrivé assez simplement. C'est quand j'ai rencontré Anders. En fait, il se trouve qu'Anders est musicien. Et c'est quelque chose qui s'est fait un peu sur les dernières phases de l'écriture du scénario. En fait, j'ai inclus des choses d'Anders, de sa vie à lui, dans le scénario, dont ça, en fait. C'est-à-dire qu'il avait fait un album basé sur des cassettes qu'il avait enregistrées quand il était enfant. Et en fait, une partie des cassettes qu'on entend dans le film, c'est réellement Anders, je veux dire l'acteur, quand il était enfant. Il s'enregistrait lui-même. Et voilà, il y avait un truc il me fallait un prétexte, pour qu'il aille voir son ex dans cet appartement au début. Et voilà, ces cassettes, c'était bien parce que ça me permettait aussi de déclencher un truc de nostalgie et de rapport à l'enfance par rapport au personnage. Mais moi, je suis pas spécifiquement nostalgique des années 80, tout ça. Non. Bonsoir. Tout d'abord, bravo. Ça fait effectivement plaisir de voir du film de genre français. Et justement, par rapport à ça, beaucoup de cinéastes, de quel que soit leur pays, disent que souvent, l'avantage du cinéma de genre, c'est qu'on a des codes spécifiques, mais qu'il y a des éléments culturels de chaque pays qui ressortent. Et là, c'est vrai que ce qui fait plaisir, c'est de voir un contexte de film de zombies dans un contexte parisien. C'est rare et on sent que vous vous amusez avec l'architecture. Et justement, je voulais savoir comment vous avez construit aussi ça. Enfin, comment, à la réalisation, ça vous a paru différent de jouer avec ces immeubles parisiens, avec les monuments, tout ça, si ça a amené quelque chose dans le projet de différent de ce qu'on voit ailleurs, justement. Bah, c'est sûr, ça crée une identité visuelle particulière au film, étant donné qu'on n'est pas habitué à la voir dans ce genre d'histoire. Après, c'est marrant, on l'a tourné pas très loin d'ici, en fait, cet immeuble. Pas très loin. Ouais, voilà, vers le jardin de Luxembourg. L'extérieur, en tout cas, parce que l'intérieur, c'était aux Invalides. Et non, c'était moi, pour moi, hyper intéressant. Après, moi, j'habite à Paris, donc c'est évidemment un décor que je connais et qui me parle visuellement et que je ne vois pas au cinéma et que voilà, j'avais envie de filmer. Donc c'était très intéressant. Après, le décor l'espace tel que vous l'avez visualisé dans le film, il n'existe pas dans la réalité. On a tout. C'est un mélange de rues, d'intérieur, extérieur. Enfin, tout est du montage et du trucage. Enfin, les appartements en intérieur, ils existent en réel, mais en fait, tout est recréé. Enfin, on avait beaucoup de dessins, en fait, des espaces suivant le scénario, suivant les mouvements qu'on imaginait entre les étages, ce qu'on voyait le personnage faire. On a essayé de les reproduire après au montage et au tournage, surtout. Donc voilà, c'était très amusant à faire. Mais voilà, je sais pas si je réponds à ta question. C'est vrai qu'il y a une architecture très parisienne. Cette cage d'escalier très parisienne, clairement, c'était un des éléments importants du décor. Hein. Ça a été beaucoup de contraintes au moment de la prépa du film, dans la recherche du décor, parce que ce plan, j'y tenais beaucoup, parce que je savais qu'il arrivait au milieu du film, et que c'était ce moment un peu de liberté. C'est un des premiers relâchements du film où, il a conquéri une grande partie de son île et il peut se déplacer à l'intérieur librement, sans danger. Donc ouais, c'était très important d'avoir une sorte de plan séquence comme ça, à ce moment-là. De Shining avec Ça rappelle d'ailleurs quand Daniel... Avec le vélo. Ouais. Pour moi, c'était plus le footing de 2001 que j'avais en tête quand il court à la station spatiale. Mais... c'est ce genre de plan, oui, c'est Steadicam qui suit un personnage qui court. Ouais, effectivement. Je peux peut-être dire un mot sur pourquoi à Paris, parce qu'on parlait de l'appartement parisien et tout ça. Et au départ, quand j'ai écrit ce roman, il s'est posé la question pour moi de savoir dans quel décor je placerais ce roman. Et donc au départ, j'avais pensé évidemment à New York et tout ça. Mais en même temps, il y avait quelque chose de... Enfin, très vite, je suis parti sur Paris, parce que c'est la ville dans laquelle j'habitais à l'époque, et c'était aussi la ville contre laquelle j'étais en colère à l'époque. Donc c'était un bon endroit pour tuer beaucoup de monde. Métaphoriquement.
Et non, c'était aussi pour affirmer que, en fait, voilà, il y a aussi des monstres dans notre pays et qu'en fait, il y a un art qui n'est pas forcément un art réaliste qui est possible dans ce pays-là. Et on l'a oublié, mais il y a une littérature fantastique française du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui était très très forte, qui a été balayée, pas complètement balayée, mais en tout cas, du point de vue critique, du symbole qui a été balayé, qui n'a plus été prise au sérieux, alors qu'elle a été vraiment très très forte. Et moi, je veux revenir à ça. Je veux réaffirmer qu'en France, on peut écrire de la littérature fantastique qui n'est pas une niche, mais qui s'adresse au même public que la littérature générale. Pour moi, c'était important, voilà, d'affirmer que ce roman d'horreur était... voilà, il fallait surtout pas qu'il ait un décor américain, quoi. Et que nos histoires fantastiques, c'est... Parce qu'on n'est pas du tout un pays rationnel, quoi, en fait. Faut arrêter. On est un pays de monstres, d'elfes, de fantômes, de tout ça. Et c'est des bêtises qu'on se raconte depuis quelques décennies en faisant, voilà, avec toute cette littérature et ces films classiques. Et donc moi, je suis pour un retour à la littérature, au cinéma fantastique aussi dans le pays dans lequel j'habite, quoi. Non, mais c'est marrant parce que ce lien que tu parles entre littérature classique et littérature fantastique, qui sont effectivement divisés dans la littérature, c'est un peu la même chose que je pense qu'on avait envie de faire aussi avec le film. C'est mélanger cinéma d'auteur et cinéma fantastique. Pour moi, il n'y a pas de différence non plus, comme pour toi, il n'y a pas de différence entre littérature classique et littérature fantastique. Enfin, ça devrait faire partie juste du même cinéma, quoi. Et on voit que c'est plus dur pour la littérature fantastique et même pour le cinéma fantastique. On voit des pays qui sont beaucoup plus, même en Europe, l'Espagne est beaucoup plus ouverte à la chose. Mais là, c'est dommage de laisser ce terrain-là, grosso modo, aux États-Unis, même pas en Angleterre, mais juste aux États-Unis. Il n'y a pas de raison pour qu'on quitte ce terrain-là de l'imaginaire, quoi, et qu'on se réserve des films et des romans d'appartements parisiens. Je caricature, hein, évidemment. Parce que c'est un film d'appartement parisien. En plus, c'est un film d'appartement parisien, en fait. Je les tue tous, donc... Je suis pas très sympathique, en fait. Je suis désolé. Ça va, tu me dis que tu as changé, donc ça va, on est rassuré. Peut-être pas en bien. Et Dominique, on a parlé de Shining, 2001, Seul au monde, mais au-delà de ces 3 films, c'était quoi un petit peu tes références en tant que cinéaste pour le film? En prépa, il y a 3 films qui ont pas mal influencé la mise en scène, pour parler. On a parlé du scénario avant. C'était Le pianiste de Polanski, c'est un film qui a beaucoup influencé ce film. Tout le passage en fait où Adrien Brody est enfermé dans un appartement. Voilà, ça nous a beaucoup inspiré sur la manière de filmer intérieur-extérieur. Et avec la chef opératrice Jordan, il y avait 2 films sur lesquels on revenait beaucoup, c'est Last Days et Paranoid Park de Gus Van Sant. Voilà, c'est Last Days, enfin vraiment la manière dont il filme la solitude de Michael Pitt, voilà, ça nous a beaucoup inspiré. Voilà, quelques références. Quelqu'un va prendre la parole. Plus de questions. Ok, ben là, peut-être pour terminer, est-ce que tu peux nous parler peut-être, enfin, la question s'adresse aux 2 d'ailleurs, sur vos projets. Moi, chacun de votre côté. J'ai un projet, je suis en développement d'un 3x52 avec Arte, fantastique aussi. Une adaptation format série, mini-série. Ouais, c'est ça, ils ont ce format Arte 3x52 en particulier. C'est un roman allemand qui s'appelle La Corde, d'Aus dem Sieben. Et voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Toujours fantastique. Toujours fantastique. Voilà. Et toi, Martin? Alors moi, là, je viens de terminer un album pour Gallimard Jeunesse qui sortira en 2019 pour les petits. Hein. Mais voilà, pour moi, voilà, on parlait de défendre la littérature de genre, le cinéma de genre. Pour moi, c'est super important et politique de défendre la littérature jeunesse. Et de dire, moi, je pense que la littérature et les livres les plus importants esthétiquement, intellectuellement, sont aujourd'hui des romans jeunesse et des albums jeunesse. Moi, j'engage tous les adultes à lire des albums pour les enfants de 5-6 ans et à lire des romans pour ados. C'est là où il y a les choses les plus libres et les plus inventives. Donc c'est important pour moi de défendre cette littérature. Donc voilà, j'ai un album qui sort en 2019 chez Gallimard Jeunesse. Je suis en train d'écrire la suite d'un roman pour ados. J'avais écrit un premier tome avec ma compagne qui s'appelle Colline Pierret, qui s'appelle La folle rencontre de Flora et Max. Là, on écrit
on écrit la suite. On a écrit aussi un essai qu'on n'arrive pas à placer. Il n'y a aucun éditeur qui en veut sur la paternité et la maternité, sur notre expérience de jeune parent. Parce qu'on dit sans doute plein de choses désagréables. Ouais. Voilà, et on fait des lectures musicales, dessinées, on travaille en collaboration avec des artistes, et voilà, pas mal de choses, mais pas trop de romans pour les adultes avant peut-être une dizaine d'années, je pense, parce que c'est un milieu très fatigant et très, très dur, donc je prends un peu de champ. Super. Martin, Dominique, merci beaucoup. Merci. Venez nous voir ce soir.